En primer lugar, quería agradecer primero al profesor Pierre Rosanvallon. Para mí, para nosotros es un honor y un placer poder entrevistarlo y charlar con él, una de los intelectuales más importantes de la Francia contemporánea. Y en segundo lugar, quisiera agradecer a la Universidad de Buenos Aires, que en el marco de sus 200 años ha decidido hacer este ciclo de entrevistas y actividades para los estudiantes, profesores de la universidad, pero también para el público general. Vamos a empezar entonces con la primera de las preguntas. En un reportaje anterior, el profesor afirmó que la democracia es una experimentación, no un modelo. Y también dijo, no tiene una historia, ella es una historia. Para mejorarla es crucial conocer su historia. Esta cita yo la tomé porque creo que en algún sentido resume lo que para mí es el proyecto político, pero también el proyecto académico del profesor Rosanvallon, que remite en primer lugar al análisis de la democracia, de la historia de la democracia, pero también de la democracia contemporánea, pero también a la acción sobre la democracia, es decir, una idea, a una forma de entender esa democracia. Y creo yo que eso a su vez marca lo que para mí son los dos tipos de obra que nos ha construido Pierre Rosanvallon, una vinculada a la historia de la democracia de Francia desde el siglo XVIII, donde destaca sobre todo su famosa trilogía sobre el sufragio, la representación y la democracia, y otros textos más vinculados, por supuesto que estos no son los únicos, ¿no? Pero otros textos más vinculados a su vida contemporánea, a la democracia que le toca vivir a él. Y digo, esto tiene que ver con estas dos dimensiones que creo yo que tiene su obra. Y eso me permite disparar la primera pregunta. ¿Qué es exactamente lo que usted quiere decir cuando afirma que la democracia es un experimento y no un modelo? ¿Y qué implicancia tiene eso que ser un experimento y no un modelo para quien pretenda escalar un estudio de la democracia, pero también para quien el ejercicio de la ciudadanía cotidiana? Je répondrai deux choses. La première chose, c'est que considérer la démocratie comme une expérience et pas comme un modèle, c'est se permettre de comprendre pourquoi l'histoire de la démocratie n'est pas simplement l'histoire du passé, mais qu'elle est en même temps une histoire du présent. Que les débats contemporains sur la démocratie, je les inscris dans une histoire de ces débats. Ils ne sont pas séparés de ces débats. Et là, les débats, pour moi qui suis d'abord un historien de la Révolution française, les débats de la période révolutionnaire, par bien des aspects, sont des débats très proches des nôtres. Et donc, si moi je suis devenu historien pour comprendre les problèmes du présent. Je ne suis pas un historien qui s'est tourné vers le présent, je suis un intellectuel du présent qui s'est tourné vers l'histoire pour mieux comprendre le présent. Et c'est en ce sens-là que je dis que la démocratie est une expérience. Mais pourquoi elle est une expérience? Elle est une expérience pour deux raisons. D'abord parce que les principes qui fondent la démocratie sont des principes toujours indéterminés, sont des principes toujours en discussion. La démocratie, on peut lui donner, elle s'articule autour de trois idées centrales. Elle s'articule autour de la notion de souveraineté du peuple, elle s'articule autour de la notion de sujet politique, c'est-à-dire le peuple lui-même, qui est le peuple, et elle s'articule autour de l'idée d'égalité comme fondement, je dirais, de l'organisation de la société. Mais ces trois grands thèmes, la souveraineté, le sujet politique et les principes de l'égalité, ils sont toujours en discussion. Et donc, c'est parce qu'ils sont une part d'indétermination que la démocratie est à la fois l'histoire politique et l'histoire intellectuelle sont inséparables. Et la deuxième raison, c'est qu'à côté de cette indétermination, l'histoire de la démocratie, c'est aussi toujours une histoire des combats politiques pour la démocratie. Parce que la démocratie, elle a toujours été
à la fois un espoir pour certains et une peur pour d'autres. La démocratie, elle a tracé en permanence une ligne de partage dans les sociétés entre ceux qui étaient les personnes apeurées par la démocratie et ceux qui se définissaient comme des espérants en la démocratie. Donc pour ces deux raisons-là, l'histoire de la démocratie est en même temps une réflexion permanente sur le contenu de la démocratie. Et le contenu de la démocratie, c'est éclairer ses indéterminations et, d'autre part, éclairer le rapport entre les amis et les ennemis de la démocratie. La relación entre amigos y enemigos de la democracia es un problema que usted dice atraviesa toda la historia de la democracia, desde sus orígenes, aún con sus cambios de contenidos. Oui, parce que la démocratie, si la démocratie, elle est une promesse d'égalité, si l'égalité, c'est l'égalité des droits, cette définition minimale de l'égalité peut faire l'unanimité, même si elle ne l'a pas fait toujours, elle peut faire l'unanimité, alors que si l'égalité veut dire l'acceptation d'un principe de redistribution, eh bien à ce moment-là, le principe de redistribution, il va être perçu comme, par certains comme contraire à une vision méritocratique de la démocratie. Donc, ce qui me frappe, c'est justement que l'histoire même du mot démocratie a toujours été une histoire des anxiétés devant la démocratie. Vous le savez, dans la Grèce ancienne, le terme démocratie a d'abord été employé seulement par les ennemis de la démocratie. Le mot démocratie a été employé par ceux qui voulaient expliquer pourquoi le projet démocratique était un grand danger, pourquoi il menaçait la société. Et au temps des révolutions françaises et américaines, surtout en Amérique d'ailleurs, le terme démocratie n'était pas du tout un terme admis. Le mot démocratie voulait dire le pouvoir de la foule, voulait dire le pouvoir de l'émeute, voulait dire le bas de la société qui se rebellait contre les élites. Et donc, l'histoire de la démocratie, c'est aussi l'histoire de la réticence à l'emploi du mot démocratie. D'ailleurs, c'est un point historique intéressant, mais pendant la Révolution française, le mot démocratie n'est pratiquement jamais utilisé. Et sur les 5000 journaux publiés pendant la Révolution française, un seul utilise l'adjectif démocratique. Un seul. C'est dire que le mot démocratie, il a d'abord été employé dans un premier temps dans un sens très limité. Démocratie voulait dire le règne de l'état de droit. Et la démocratie, comme le régime de la souveraineté du peuple, c'est simplement après la deuxième moitié du 19e siècle que ce sens complet du mot démocratie a été accepté. Et cette histoire est toujours présente parce qu'aujourd'hui, personne ne se définit comme un ennemi de la démocratie. La démocratie apparaît comme un bien tellement universel que même ses pires ennemis prétendent en être les meilleurs amis. Mais on voit en même temps que le suffrage universel, il continue à inquiéter. Regardons qu'aux États-Unis, toute une partie des États du Sud des États-Unis essaient de mettre en place des législations électorales qui, de façon latérale, vont réduire l'expression des minorités, et notamment l'expression politique des Noirs, comme s'ils étaient une menace. On voit qu'en Chine, le gouvernement chinois légitime le fait que les élections ne sont pas nécessaires à la démocratie. Donc, le débat, il est toujours présent. Ciertamente, ¿no? Es muy notable que en la primera mitad del 19, no solo en el caso de la Revolución Francesa, también en nuestro caso hispanoamericano, la palabra democracia efectivamente era una palabra mal vista porque implicaba gobierno de masas y desorden, ¿no?
La palabra era república. ¿Por qué esa palabra va a adquirir los contenidos y los valores de lo que nosotros hoy llamaríamos democracia, ¿no? Porque, para cerrar, también recuerdo un famosísimo artículo de François Furet, en el que él termina diciendo que la Revolución Francesa nace la idea de revolución y de democracia unidas, juntas. Para pensar el problema democrático tenemos que pensar el problema republicano en la primera mitad del 19. Si. Le mot démocratie n'appartient pas au vocabulaire de la Révolution américaine des États-Unis. Le mot démocratie n'appartient pas au vocabulaire de la Révolution française, et le mot démocratie n'appartient pas au vocabulaire de toutes les révolutions d'émancipation des pays d'Amérique latine à la suite de la constitution de Cadix. Et à ce moment-là, en Amérique latine comme aux États-Unis, c'est le terme république qui a été utilisé. En France, dans un premier temps, c'est davantage le terme gouvernement représentatif, pour la simple raison que, au début de la Révolution française, on imaginait la révolution possible à l'intérieur de la monarchie et évoluer comme le régime anglais. Et donc, on a employé le terme de gouvernement représentatif. Mais dans les deux cas, ce qui est frappant, c'est que dans le cas américain, dans le cas français, dans le cas latino-américain, la démocratie a d'abord été pensée comme qu'on l'appelle république ou gouvernement représentatif, a d'abord été pensée comme une forme politique, comme un ensemble d'institutions politiques, et pas comme une forme de société. Et ça, c'est la grande différence avec la révolution de Haïti. Parce qu'en Haïti, la révolution, ça a d'abord été une révolution sur le rapport entre les Blancs et les Noirs. Donc, c'est une révolution sur la nature d'une société d'égaux. C'était une révolution pour l'égalité. Alors qu'en Amérique latine, en France et aux États-Unis, ça a d'abord été une révolution pour un gouvernement libre, pour un gouvernement qui soit lié à l'expression de la société. Et en Amérique latine, effectivement, au XIXe siècle, l'histoire de la démocratie, c'est l'histoire de la République. Il y a un jeune historien argentin qui s'appelle Gabriel Hentin, qui a fait une thèse avec moi sur l'idéal républicain dans l'Argentine du XIXe siècle. Sí, efectivamente es un gran trabajo el de Gabriel Hentin. Nuevamente, pensando en esta doble forma en que usted mismo establece que se aproxima al análisis de la democracia, que es en parte como análisis del pasado, pero también porque ese pasado tiene un sentido en su presente y de su acción. Quería hacer una pregunta vinculada a su último libro sobre el populismo, pero no es solo a ese. Varias veces en otros textos suyos aparece la idea de patologías de la democracia, vinculado a la idea de totalitarismo, al populismo. Entonces, una pregunta retomando la idea de que la democracia es un experimento, y sobre todo esa idea que para mí es fascinante, que es que la democracia es su historia, que no tiene una historia, sino que es ella misma, sí, su historia. ¿Es posible pensar la democracia más allá de esas patologías? Y la idea de una patología no reconstruye, tal vez no un modelo, pero sí un umbral. Y para saber, ese umbral tiene que ver con la idea que usted tiene de cómo debería ser una democracia al gusto suyo, digamos, a la idea suya más que al gusto. L'idée de pathologie de la démocratie doit être utilisée avec précaution. Parce que si on entend par pathologie de la démocratie qu'il y aurait un modèle standard de la démocratie et qui serait un modèle dont certaines expériences sortaient, ce serait une vision limitée. Et donc, il faut à la fois l'utiliser parce que il rend des services, mais le terme pathologie de la démocratie n'est pas suffisant. Ce qu'il faut comprendre, c'est les conditions dans lesquelles il y a un retournement ou une limitation de la démocratie. Et je dirais, il y a eu 3 expériences historiques
de limitation ou de retournement de la démocratie. La première grande expérience historique, c'est la réduction de l'ambition démocratique. C'est ce qu'on a appelé la réduction de la démocratie à sa définition minimale, les théories minimalistes de la démocratie, qui définissent la démocratie simplement comme la possibilité permanente d'éviter la tyrannie. Donc, ce sont les définitions qu'on pourrait dire négatives de la démocratie. Les théoriciens de la démocratie minimale vont définir la démocratie comme le régime qui permet en permanence de renvoyer les gouvernants. Et donc, c'est la définition même de la protection libérale. La démocratie, c'est l'organisation d'un protectionnisme libéral. Donc ça, c'est une vision minimale. Mais cette vision minimale, quelles sont ses limites? C'est que cette définition minimale, elle participe de l'essence de la démocratie, mais elle oublie deux choses. Elle oublie que la démocratie, c'est aussi un régime qui a pour but d'impliquer dans l'exercice de la souveraineté le plus grand nombre des citoyens, et donc la démocratie, c'est un régime de participation, la démocratie, c'est un régime de délibération, et ça n'est pas simplement un régime de sanction des gouvernants. Et deuxièmement, ça oublie le fait que la démocratie vise à former une société d'égaux. Donc, il y a la dimension participative et la dimension sociétale de la démocratie sont oubliées, en quelque sorte, sont balayées. Donc, ces démocraties minimales, pour cela, elles sont des bons exemples, je dirais, de l'inaccomplissement démocratique. Mais les deux autres exemples du totalitarisme et du populisme, qui sont différents, sont là des exemples, je dirais, d'un retournement de la démocratie. Alors, sur des modes très différents, parce que le totalitarisme prétend accomplir la démocratie en faisant absorber tout le corps social et toute la puissance sociale dans un seul organisme, le parti. Le parti, il est le représentant parfait et absolu, et le parti, il est l'exemple du rôle absolu d'un organe représentatif. Donc, on pourrait dire que le parti totalitaire, c'est le parti qui accomplit la représentation de façon parfaite, c'est-à-dire qu'il est le peuple, il est l'incarnation du peuple. Et puis la deuxième chose, c'est que le parti, il est le pouvoir même du peuple. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'indétermination et d'aporie de la démocratie. Toutes ces indéterminations et ces apories sont en quelque sorte réglées par un régime qui est un régime de l'absorption de la démocratie par un parti et ensuite un leader qui absorbe le parti lui-même. C'est donc Staline, il était à la fois le peuple, il était la société et le pouvoir. Il était la fusion du pouvoir et de la société. Le populisme, c'est une pathologie de la démocratie très différente. Le populisme, il prétend, en termes de théorie démocratique, le populisme, il prétend que la bonne démocratie est un régime dans lequel il faut que le pouvoir s'incarne. Donc, il y a une vision du leader, mais il n'y a pas une vision du leader, il y a une vision du leader qui fait corps avec la société. Mais ça n'est pas comme dans le régime totalitaire, le leader qui résume et qui remplace la société. Donc, entre le leader populiste et le chef totalitaire, il y a une différence intellectuelle intrinsèque. Et puis, la deuxième très grande différence, c'est que le populisme met l'accent sur le rôle central de l'élection et du combat dans l'élection, alors que l'élection, elle est en quelque sorte uniquement une élection de façade dans le totalitarisme. Donc, on peut dire que la grande différence aussi, c'est que le totalitarisme, c'est une pathologie irréversible de la démocratie, alors que dans le populisme, il y a toujours une possible réversibilité. Mais
le populisme a l'intérêt de nous faire réfléchir aussi sur les difficultés de la démocratie. Notamment, le populisme a la grande vertu de nous faire réfléchir sur les limites du pouvoir majoritaire. C'est que le pouvoir majoritaire, c'est l'expression, ça n'est pas l'expression de la totalité de la société, c'est l'expression simplement d'une partie de la société. Donc, il faut trouver des moyens complémentaires et concurrents d'exprimer la volonté générale. La volonté générale, elle s'exprime par le suffrage majoritaire pour une raison arithmétique très simple, c'est que tout le monde peut se mettre d'accord sur le fait que 51 est supérieur à 49. Mais il faut aussi peut-être trouver d'autres moyens d'exprimer la volonté générale, et notamment des institutions sur lesquelles personne ne peut mettre la main. C'est-à-dire que la démocratie, là, c'est le pouvoir de personne. Et le pouvoir de personne, ça veut dire, par exemple, le pouvoir des magistrats, le pouvoir des hautes autorités, des cours constitutionnelles. Et on sait là à quel point les régimes populistes ne veulent pas de cours constitutionnels, n'aiment pas les magistratures indépendantes, n'aiment pas les autorités indépendantes. Donc là, on voit que la vision populiste de la démocratie nous fait réfléchir sur ce que doivent être des institutions démocratiques et qu'elles ne peuvent pas simplement être des institutions majoritaires. Esos otros mecanismos están vinculados a lo que usted en otro libro llama la contrademocracia. Si, mais la contre-démocratie, c'est un mot qui est volontairement ambigu. C'est un mot qui est ambigu parce que contre-démocratie, ça peut vouloir dire à la fois le contraire de la démocratie, mais ça peut vouloir dire aussi ce qui conforte la démocratie. Et si j'employais ce terme, c'est pour montrer que la démocratie, il y a toujours quelque chose d'équivoque dans la démocratie et qu'il faut toujours bien être attentif et lucide parce que le contraire de la démocratie peut apparaître comme la conséquence de ce qui renforce la démocratie. Et la contre-démocratie, c'est pour dire que le pouvoir majoritaire ne suffit pas, que la démocratie, c'est aussi pas simplement la prise de parole, mais que la démocratie, c'est aussi la surveillance permanente. Il y a un grand théoricien anglais, Bentham, qui disait la démocratie, ça n'est pas simplement la voix du peuple, la démocratie, c'est l'œil du peuple. La voix du peuple, elle s'exprime dans les élections ou dans des manifestations, et elle n'est pas permanente, alors que l'œil du peuple peut être ouvert en permanence. Et mon livre sur la contre-démocratie, c'est en quelque sorte un livre sur ce que veut dire un œil du peuple toujours ouvert, un œil du peuple qui a toujours une fonction de contrôle, d'investigation, d'enquête, d'évaluation. Yo entiendo bien, a partir de la caracterización que hizo usted, la distancia que hay entre la idea totalitaria y la idea populista. Sí. En términos taxonómicos o de modelo, es claro. Pero yo planteo una pregunta porque históricamente, usted cuando arma una especie de historia del populismo, primero pone a la democracia liberal, ¿no? Al cesarismo, a Luis Napoleón, a Napoleón el Segundo Imperio, y luego pasa por América Latina, ¿no? Hace como un pasaje, sobre todo en las figuras de Gaitán y Perón. Quisiera poder explicarla. On peut dire que les populismes, chaque populisme a eu une histoire différente. Et il faut d'abord faire la distinction entre les régimes populistes et les mouvements populistes. Aux États-Unis, il y a eu tout un mouvement populiste à la fin du 19e siècle qui a été très puissant, qui était un mouvement de petits paysans, qui était un mouvement agraire. Et c'était un mouvement anti-élite, c'était un mouvement anticapitaliste, mais il n'avait pas de théorie de la démocratie. Sa seule théorie de la démocratie, c'était de dire que il fallait balayer la corruption, parce qu'il y avait beaucoup de corruption dans la politique américaine. Si on regarde le populisme russe, qui était un mouvement là aussi temporaire, le populisme russe, ça a été un retour romantique aux paysans. Le populisme russe, qui a d'ailleurs attiré beaucoup de jeunes princes en rupture avec leur famille,
faut pas oublier que Kropotkin, le fondateur de l'anarchisme, est d'une grande famille, c'était le prince Kropotkin. Et donc, le populisme russe, c'est au contraire un populisme antimoderniste, un populisme qui voulait retrouver l'âme du peuple à travers le monde paysan, la petite communauté paysanne, les valeurs traditionnelles. C'était un populisme traditionnaliste, alors qu'aux États-Unis, c'est au contraire un populisme plus moderne. Mais c'était des mouvements populistes, ce n'étaient pas des régimes. Et c'est pour cela que le terme populisme a été tombé en désuétude avant que n'apparaisse l'expérience, les gouvernements qu'il y a eu en Argentine à partir des années du lendemain de la guerre. Mais quelle était la particularité de ce populisme argentin? D'abord, il me semble que pendant très longtemps, il y a eu une difficulté à le qualifier, puisqu'il y a eu deux grandes qualifications du populisme, que ce soit par des auteurs argentins, que ce soit ou par des auteurs brésiliens, puisque ce sont les Argentins et les Brésiliens qui ont le plus réfléchi au populisme. La première chose, c'est qu'on a insisté sur la proximité entre les leaders populistes et puis les expériences fascistes. En rappelant aussi que Perón était très proche d'officiers supérieurs du Troisième Reich également. Donc, bien sûr, il a été très attiré par le fascisme italien, mais il a également été très attiré par certains éléments du nazisme. Et de la même façon, en Colombie, on sait qu'un des pères fondateurs de l'idéal populiste en Colombie avait fait sa thèse de doctorat avec un ami de Mussolini. Bon. Et donc là, on pourrait dire, il y a les théoriciens, les chercheurs qui ont cherché à qualifier le populisme latino-américain ont d'abord insisté sur, je dirais, ce rapprochement historique ou cette attirance historique. Et puis deuxièmement, ils ont insisté sur ce qui est aussi important, ils ont insisté sur la difficulté de le définir. Et parce que ça n'était ni capitaliste ni marxiste, et donc insister sur le fait que le populisme était une idéologie de transition. Et ça, c'était la grande idée, le populisme comme idéologie de transition. Mais ça, c'était le moment populiste latino-américain, alors qui faisait un peu exception. Alors que maintenant, quand nous parlons du populisme parce que c'est un mouvement qui s'est mondialisé et qui n'est plus référé. Le nom même de Perón est absent de toutes les discussions. Ça ne vient à l'idée de Orban ou Trump ne se réclament pas de Perón. Bon. Mais Orban, Trump, Chavez ou Maduro et d'autres dans le monde partagent un certain nombre de visions de la politique. Donc je crois qu'il faut oublier la singularité historique du populisme latino-américain, populisme militaire au Brésil, populisme péroniste, le populisme intellectuel en Colombie, pour voir maintenant que le populisme latino-américain est très proche. À chaque fois, il y a des spécificités, mais sur le fond, il y a des points très communs avec les populismes qu'il y a en Europe, des populismes qu'il y a en Asie ou des populismes qu'il y a aux États-Unis avec Trump. Donc là, il y a, je dirais, la mondialisation du phénomène populiste fait qu'il ne faut plus le lire à l'aune de ce qu'avaient été, je dirais, les expériences spécifiques latino-américaines, disons des années 50 ou 60. Una distinción tal vez sería que
Así como en otro libro usted habló de un momento Guizot, este tal vez entonces sería un momento populista, un momento Laclos, tal vez, una cosa así. Le travail d'Ernesto Laclos a eu une double dimension. La première dimension, c'est qu'il a pris le populisme au sérieux, alors que pendant très longtemps, le populisme n'était pas pris au sérieux puisque le terme populiste était synonyme du terme de système démagogique. Un populiste, c'était un discours démagogique, c'était un style politique. Et Laclos a insisté sur le fait que peut-être qu'il y avait des éléments d'un style commun, mais qu'au-delà de ces éléments d'un style commun, il y avait une possible théorie du populisme. Et donc, je pense que ça, c'était le premier rapport de Laclos, de dire que le populisme ne définit pas simplement un style politique, auquel cas c'est extrêmement flou, parce que bien des personnalités politiques sont des professionnels de la séduction, sont des professionnels de la manipulation. Donc, on pourrait dire que le populisme a envahi le monde comme style politique, hein, surtout avec l'importance des médias. Donc, Laclos a dit, c'est très important, non, il y a une théorie possible du populisme. Et lui a dit, il y a une théorie possible positive, parce que le mot populisme était toujours employé dans un sens négatif, péjoratif, en disant le populisme, c'est un style politique, et c'est un style politique des passions contre la raison. C'est un style politique dangereux, mais ça n'est pas une forme politique sérieuse. Voilà. Et Laclos a dit, non, au-delà des passions, des émotions, au-delà du style, il y a une théorie du populisme, et le populisme, donc, il faut le prendre au sérieux, et il faut le prendre au sérieux, et on peut le concevoir même positivement. Donc, c'est le deuxième volet de la théorie de Laclos, c'est de dire qu'on peut considérer que le populisme, au fond, c'est la réponse à la crise de la gauche. Que toute la vision classique de la gauche politique qui était centrée sur la notion de classe ouvrière, la notion de prolétariat, même si c'était moins important en Amérique latine qu'en Europe, eh bien, cette vision-là, elle est finie. Elle est finie parce qu'on est dans des sociétés qui ne sont plus des sociétés de classe et qui sont des sociétés beaucoup plus morcelées. Et Laclos a défini dans son livre La raison populiste, le populisme comme la forme politique qui réussit à donner forme à cette société politique éclatée, qui lui donne forme en redéfinissant le conflit central dans la société. Le conflit n'est plus simplement un conflit entre le travail et le capital, mais le conflit est entre le peuple et les élites, entre les 99% et les 1%. Donc, Laclos a fait cette théorie et c'est pour cela que je pense que son travail a rempli un rôle historique d'éclaircissement du débat très important, parce qu'il a permis de situer le débat sur son vrai terrain, qui est le terrain de l'analyse intellectuelle de ce populisme. Sí, efectivamente, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre el problema del populismo y el abandono de la idea de un sujeto privilegiado de la revolución en la izquierda, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la cuestión de la clase obrera. Usted también menciona en su libro sobre el populismo la idea de que el abandono de la idea del progreso también tiene, tiene que ver con uno de estos elementos. Sin embargo, bueno, sin duda abandonar la idea del progreso es un abandono importante en términos de pensar la historia de Occidente, porque durante 100 y pico de años, casi 2 siglos, fue una de las ideas centrales. Ahora, es posible pensar en el mundo actual no solo como un abandono de esa idea, de una de las ideas que fue centrales en Occidente, sino como un abandono, yo diría casi integral, de los valores de Occidente. Hoy vivimos en un mundo que critica profundamente a Occidente, en una figura
que también lo representa, ¿no? Que es el varón blanco, ¿no? El varón occidental blanco es algo así como la quintesencia de aquello que no es bueno, de aquello que es negativo, e incluso en la historia misma, ¿no? La historia misma de Occidente ha sido puesta en cuestión, ¿no? Un relato del pasado, una manera de ver el pasado que tiene su origen casi desde el Imperio Romano y que también ha sido puesto en cuestión. La contrapartida de eso efectivamente es el elogio de todos aquellos grupos que a partir del sufrimiento tendrían derechos que reivindicar frente a esa historia única. En el caso francés, entiendo yo, este debate es un debate político, no solo académico, que incluye el problema de la inmigración, el tema de la inmigración y sobre todo la cuestión central en la historia francesa, que es el de la laicidad, ¿no? La laicité. Entonces, ¿no cree usted que la democracia se ha formado junto con Occidente, no es un producto de la historia occidental y por tanto está atada a sus valores y a una cierta historia de ese Occidente? Nos incluye la idea del progreso, pero tal vez es más grande que eso. ¿No cree usted que ese abandono de esos valores que tienen que ver con la idea de individuo, la idea de progreso, la idea de tolerancia, se pueden exportar instituciones pero no valores? ¿No cree usted que esta crisis que es integral o parece ser integral pone a la democracia también frente a un problema? Es decir, tenemos que ser optimistas sobre el futuro de la democracia cuando ponemos en cuestión los valores que la han constituido, al menos históricamente. Les valeurs qui ont constitué historiquement la démocratie en Occident, ça a évidemment été des valeurs de partage économique. L'égalité, la plus grande égalité sociale a été vue comme le partage de la croissance. Et donc, l'idée démocratique a été indexée sur la perspective d'une société de croissance, puisque c'est la croissance qui allait permettre de régler la contradiction entre le capital et le travail. On peut dire donc que la croissance était le moyen de réduire la contradiction entre le capital et le travail et en quelque sorte de l'institutionnaliser. Et la définition de la social-démocratie allemande, la social-démocratie des pays nordiques, le travaillisme anglais, c'était d'institutionnaliser en quelque sorte le conflit de classe en permettant de le réguler et de le résorber dans la croissance économique. Et la deuxième, ça c'était le premier moteur, je dirais, de l'idéal démocratique, la société des égaux à travers une égalisation économique par la croissance. Le deuxième moteur de l'idée démocratique en Occident, ça a été le sacre de l'individu. C'était l'individu devenant le sujet de droit autonome. Donc, si on fait cette histoire-là, il y a une histoire proprement occidentale de la démocratie. Mais on peut faire une histoire très différente de la démocratie. Si on fait une histoire de la démocratie comme une histoire, je dirais, du rapport d'égalité entre les individus, eh bien, à ce moment-là, il y a eu une autre expérience démocratique qui est fondamentale et qui était fondatrice, c'est l'expérience de Haïti. La révolution de Haïti, c'était la révolution pour l'égalité entre, je dirais, qu'il n'y ait plus la distinction entre les Blancs et les Noirs. C'était la première véritable révolution de l'égalité. Donc là, vous voyez que si on considère l'histoire de la démocratie comme une histoire générale de l'émancipation, eh bien à ce moment-là, cette histoire, elle est plus longue que celle, elle est plus large que celle de l'Occident. D'ailleurs, quand on voit toutes les histoires socialistes de l'émancipation qui étaient publiées au XIXe siècle, en Angleterre ou en France, presque toutes ces histoires commençaient par Spartacus. Spartacus, c'était le gladiateur, l'ancien esclave qui se libérait. Et puis ensuite, on disait l'histoire, c'était celle des serfs qui se sont rebellés contre les nobles. Donc, on racontait une autre histoire qui était aussi une histoire plus large de l'émancipation. Et si on voit cette histoire plus large de l'émancipation, ce n'est pas une histoire occidentale. Ça, c'est une histoire universelle. L'histoire de la croissance économique, du capitalisme, elle a été occidentale.
l'histoire d'une certaine vision de l'individu, elle a été occidentale d'abord. Mais l'histoire de l'égalité, l'histoire de l'émancipation, elle a une dimension beaucoup plus universelle. Et je pense que c'est d'ailleurs un enjeu dont, au début, quand j'ai commencé à écrire sur la démocratie, j'étais prisonnier de la vision occidentale, si je puis dire, parce que c'est la vision européenne, c'est la vision américaine. Mais dès que j'ai commencé à travailler sur la Révolution française, j'ai vu par exemple tout le rôle qu'avait la réflexion sur le racisme dans la Révolution française, ce qui a été la Révolution d'Haïti. À ce moment-là, ça m'a aidé à élargir ma vision de l'émancipation. Et aujourd'hui, on voit bien que nos sociétés ont changé de nature, que le conflit de classe, il existe toujours, mais que le conflit de classe, c'est à un certain point de vue, il faut le voir avec d'autres manifestations du conflit, le conflit pour la reconnaissance, le conflit contre l'humiliation, le conflit contre le mépris, le conflit contre le rabaissement des femmes, le conflit contre le harcèlement. Et aujourd'hui, il y a un nouveau langage universel de la démocratie. Ce n'est pas un langage simplement qui parle des institutions, c'est un langage qui est le langage du respect, de la demande de respect, de la demande d'honneur, de la demande de dignité. Respect, dignité, honneur, voilà des mots que l'on voit aussi bien en Amérique latine qu'en France, en Inde, ou bien dans les révolutions arabes. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouvel âge de l'universalisation de l'idée démocratique. L'idée démocratique n'est pas simplement l'idée de l'égalité économique. L'idée démocratique, elle est beaucoup plus profondément celle d'un nouveau rapport entre les individus, une nouvelle façon de faire société. Une façon de faire société qui n'est pas simplement l'individu qui est séparé des autres, mais l'individu qui veut être considéré comme aussi important que les autres. Ce que j'appelle l'universalisme de singularité. Et ça, c'est l'entrée, pour moi, c'était le fait d'entrer dans une nouvelle vision de l'universalité, de l'universalisme démocratique. En esa misma línea, al menos aquí en la Argentina, porque supongo que no es un problema general, pero no es de todos los casos, una de las discusiones que se plantea en forma contemporánea tiene que ver con la relación, algo que fue planteado casi desde las primeras teorías, ¿no? Del propio Rousseau, que aunque su mirada de la democracia, por cierto, era algo diferente a la nuestra, sostenía que la igualdad de condiciones sociales era un elemento crucial para su desarrollo. Si yo logro entender bien, cuando usted habla de la era de la abstracción, hay un momento al menos del desarrollo democrático en el cual, o una línea en el cual ese problema parece quedar al menos acotado, ¿no? Justamente la posibilidad de plantear una sociedad de ciudadanos iguales se sustenta en la idea de no hablar demasiado o no hacer referencia a las desigualdades en el plano social, pero la pregunta para nosotros en Argentina es crucial porque tenemos índices de pobreza extremos, ¿no? De 40%, pero según franjas, lugares y edades, a veces hasta del 60%, es decir, son escandalosamente altas. Y la pregunta que se ha planteado aquí y que ha generado algún mínimo debate es la compatibilidad, justamente si la democracia debe ser también una parte de esa historia, es la parte de la historia del crecimiento y por tanto de la posibilidad de igualar, si es compatible el futuro democrático con este problema social, ¿no? L'idéal démocratique, l'idéal démocratique, il a une dimension sociétale. Et là, on peut reprendre le terme de Tocqueville, c'est de faire une société de semblables. Mais le propre, quand le taux de pauvreté devient aussi fort que celui qui existe actuellement en Argentine, eh bien, on peut dire qu'il n'y a plus de société de semblables parce qu'on ne vit plus dans la même société. Le taux de pauvreté très fort, c'est simplement qu'on ne vit plus dans la même société. On vit dans des sociétés séparées. Et donc, la démocratie, elle présuppose qu'on vive dans la même société. Les inégalités économiques trop fortes empêchent de vivre dans la même société.
Et le taux de pauvreté qu'on voit en Argentine fait qu'il y a deux sociétés argentines séparées. Vous savez que c'était le grand thème de Disraeli dans le roman Sibylle, qui parlait au XIXe siècle en disant qu'il y a deux nations qui s'ignorent. Il y a la nation des prolétaires et puis il y a la nation des autres. Eh bien, je crois que de la haute société, je crois qu'aujourd'hui, avec les formes nouvelles de pauvreté, certainement, on voit la même chose revenir. Il n'y a plus simplement, souvent, il y a deux nations étrangères qui coexistent et qui ne se rencontrent presque jamais, sauf peut-être dans le train, dans le métro ou sur les autoroutes. Et donc, ça, effectivement, on peut dire que c'est une insulte à la démocratie. Parce que la démocratie, si la redistribution économique est nécessaire, c'est simplement que la démocratie n'est possible que si on vit dans la même société. Et on ne vit pas dans la même société si la pauvreté forme un espèce de, ce qu'on appelait pendant la Révolution française, un quatrième ordre. À côté du tiers-État, il y a un quatrième ordre. C'est ceux qui sont en dehors de la société. Voilà, donc, c'est pour cette raison que l'impératif de lutte contre la pauvreté est absolument central. C'est un impératif non pas simplement moral, mais c'est un impératif tout simplement démocratique, parce qu'il détruit le fondement de l'idéal démocratique. Bien, usted en la historia de la República, ¿no? Plantea, digo, ahí en sus trabajos sobre el pasado de la democracia, perdón, ¿no? Sus libros tienen un muy fuerte énfasis de contenidos sobre el siglo XVIII y XIX y suelen tener muy poco sobre el siglo XX, ¿no? El siglo XX suele ser más corto, aunque más no sea en términos de espacio, ¿no? Tengo una duda sobre el por qué pasa eso. Es decir, si el siglo XX es un siglo más pobre en términos de debate político, y entonces, como usted dijo al comienzo, usted encuentra que entre el siglo XVIII y XIX todas las posturas ya están, entonces no es necesario dar cuenta del siglo XX, o porque en el siglo XX aparecen otros temas que tal vez a usted le interesen un poco menos, como por ejemplo el tema de la nación, ¿no? Que es sin duda un tema central del siglo XX, pero no, al menos no forma parte de un libro específico suyo, ¿no? Usted muchas veces habla de este problema, pero no lo ha convertido como La representación y otros en un libro. ¿Por qué pasa eso en su réflexion? Vous posez deux choses différentes. Si j'ai moins parlé du XXe siècle, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il m'a semblé que tout un ensemble d'expériences du XXe siècle était déjà contenu dans les expériences du XIXe siècle. Par exemple, si on prend le Second Empire en France, présente déjà la matrice de tout un ensemble de ce qui allait devenir les régimes populistes. J'ai montré dans mon livre sur la démocratie inachevée comment il y avait cette matrice du populisme, on la trouvait déjà chez Napoléon III. Donc, c'est parce que historiquement, je pense que les moments fondateurs qui étaient la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle ont été les moments d'exploration la plus intense. Et la deuxième raison, c'est que ce qui a le plus fortement marqué le XXe siècle, ce sont les expériences totalitaires, ce sont les expériences du fascisme, c'est l'expérience du nazisme, c'était l'expérience du stalinisme. Et que là, je n'ai rien apporté. Si je vois les théories du totalitarisme qui ont été celles de Claude Lefort, d'Hannah Arendt, moi, je n'ai pas apporté de choses neuves sur la compréhension du totalitarisme. Donc, il n'y avait pas un travail de défrichage à faire sur le XXe siècle comme il y en avait à faire sur la période de la Révolution française et le XVIIIe. Et sur la nation, en fait, c'est un thème qui est évidemment très présent à la fin du XVIIIe siècle, très présent pendant la Révolution française et très présent au XIXe siècle aussi. Alors, il a été éclipsé pendant toute une partie du XXe siècle parce que l'attention était mise sur la classe sociale. Mais on voit aussi que si on entend la nation comme le fait tout simplement de dessiner
un monde commun, ben, la nation, je dirais, c'est le vrai sujet de la démocratie. Alors qu'avant, on pensait que c'était la classe qui était le sujet de la démocratie. Mais effectivement, ce retour de la nation, il s'est opéré quand on a vu que la société ne pouvait plus simplement être appréhendée à partir du thème des classes sociales, mais qu'il fallait l'appréhender plus largement. Mais en même temps, ce thème de la nation, il a aussi servi de support à une vision parfois limitée et même une vision problématique de l'unité sociale, en disant, bon, la nation, c'est la vision d'une société de l'identité. Et donc, c'est le principe d'identité qui s'est opposé au principe démocratique. La démocratie vise à faire un monde commun, mais un monde commun en reconnaissant les différences, un monde commun en reconnaissant les inégalités qui existent, un monde commun en reconnaissant les difficultés de faire ce monde commun. Alors que toutes les théories de l'identité, toutes les théories, je dirais, identitaires de la nation, qui apparaissent dès le 19e siècle avec, en France, par exemple, des gens comme Barrès, toutes ces théories identitaires de la nation qui sont si importantes aujourd'hui, ce sont des théories idéalistes de la nation, qui présupposent qu'on peut faire un retour substantiel à la nation comme forme unitaire, alors même que l'unité est un combat. L'unité est une construction et l'unité n'est pas simplement un patrimoine. Muy bien, clarísimo. Ya hemos abusado casi del tiempo del profesor Rosambalón, así que vamos a dar por terminada la entrevista. Nuevamente le agradezco muy profundamente por haber destinado una parte de su tiempo para responder estas preguntas y vuelvo a agradecer a la Universidad de Buenos Aires que en el marco de los 200 años ha decidido organizar este tipo de eventos tan clarificadores para pensar un problema tan central para nosotros como es el de la democracia y el de nuestro destino político. Así que muchas gracias, profesor, por su presencia. Eh bien, bon anniversaire pour Louba, et un bon anniversaire, c'est aussi un bon anniversaire de richesse des débats intellectuels. Merci de votre invitation.